suite à un échange de malades et de proches de malades qui ont fait un pari un peu fou et qui ont donc décidé de créer une association pour l'accompagnement des malades et des familles. L'association nationale a vu qu'il y avait vraiment une grosse inadéquation entre tout ce qui est prise en soin auprès du malade SLA, des aidants familiaux, mais aussi de tout ce qui concerne les démarches administratives, si vous voulez. Et donc du coup, on s'est dit, si on est au plus près des malades et des familles, eh bien forcément, ça serait peut-être plus facile pour qu'on puisse trouver une solution, une bonne solution pour cette prise en soin. Du coup, l'association nationale a décidé de créer une première antenne en 2011 du côté de Bretagne. En Bretagne, pourquoi? Parce que tout simplement parce qu'elle était entourée d'une équipe de bénévoles aussi, un petit peu dans le style de courir pour les autres, pas sous forme d'association locale, mais sous forme simplement de sympathisants, parce qu'ils côtoient de près la maladie de Charcot. Voilà. Et puis on s'est dit, sur le plan Poitou-Charentes, il y a aussi des équipes de bénévoles, il y a une association locale de coureurs à pied qui est là, qui porte le combat des malades SLA. Pourquoi ne pas créer une autre antenne? Du coup, cette autre antenne est née en 2011. Depuis, effectivement, on s'est aperçu avec Armel qui est du côté Bretagne et moi-même, depuis nous avons créé une permanence téléphonique nationale et depuis nous avons constaté qu'il y avait eu une progression énorme. Déjà, nous avons pu recenser un petit peu partout en France un certain nombre de malades SLA, y compris des aidants familiaux qui sont dans une situation catastrophique de par justement cette inadéquation des démarches administratives et médicales. Et du coup, on a pu recenser plus de 350 familles depuis la création de l'Association nationale des papillons de Charcot de 2006. Il faut savoir aussi que l'Association nationale, elle est là non seulement pour les familles et les aidants, mais aussi elle est là donc pour essayer de vouloir tisser cette France entière, voire plus, de façon à ce qu'on soit vraiment au plus près de ces malades et ces familles. Cette association, elle a besoin de dons, elle a besoin d'aide, mais d'aide aussi bien financière qu'humaine. Et donc du coup, pourquoi tout ça? Tout simplement pour nous faire fonctionner nous au niveau du réseau, notamment au travers de tous les mails que l'on fait, les téléphones, les contacts que l'on essaie de faire. Et puis aussi parce que l'association elle a créé un outil de communication qui s'appelle le Kikos. Tu peux aller le chercher s'il te plaît, chérie? Cet outil de communication, il a été créé par le mari d'une malade SLA qui avait la SLA bulbaire. La SLA bulbaire, c'est celle qui atrophie tous les muscles volontaires de la respiration, de la parole. Et il fallait trouver un moyen de communication. Et du coup, ce mari, il a créé, avec l'aide d'une orthophoniste, ce petit pointeur laser qui s'adapte sur une paire de lunettes. Et ce laser s'oriente, se pointe sur un pictogramme que l'on établit, que l'on personnalise pour des malades SLA. Et qui leur permettent de communiquer avec leur monde extérieur. Et qui s'installe sur une branche Oui, je le dis. Voilà. Donc c'est vrai que cet outil de communication qui est un outil de vie pour les malades SLA qui ne peuvent plus communiquer avec leur entourage, mais c'est une espérance de vie, hein. C'est évident. Et en plus, ils peuvent exprimer librement, haut et fort, si je puis dire, leur façon parce qu'ils ont envie de leur quotidien. Et c'est important. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé de la maladie de Charcot que depuis ce fameux Ice Bucket Challenge. Tout le monde en a entendu parler, ce saut de glace qu'on se renverse sur la tête. Aujourd'hui, tous les méga CGR de France, on a créé une sorte de collectif. Nous sommes en train d'essayer de créer une sorte de collectif. Et on s'est servi de ce film, si vous voulez, pour justement venir parler de cette association nationale. Parce qu'il faut que les gens sachent qu'il existe cette association, que des antennes vont se modeler, vont s'étendre, et que nous sommes là pour les aidants et les familles, et les malades et c'est là. Voilà. Donc au sujet de ce collectif Charcot qui est en train de se mettre en place, c'est un petit peu... C'était justement l'initiative de cette première initiative de ce collectif, c'était de profiter suite à l'Ice Bucket Challenge qui a fait connaître la SLA dans le monde entier, qui a récupéré des centaines de millions de dollars, je crois. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui.
Et donc voilà, au bénéfice de la recherche, c'était aussi, effectivement, Patrick Allais a été à l'origine d'essayer effectivement de booster un petit peu tous les bénévoles en France, et puis de solliciter les cinémas, pas que les méga CGR, mais l'ensemble des cinémas en France, pour demander une possibilité de parler, je dirais, de la pathologie, parce que l'un des objectifs, des grands objectifs, c'est de faire connaître la maladie pour qu'un jour elle soit reconnue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est entre 7, 8, 9 000 malades en France. On n'a pas le compte exact. Je dis toujours la même chose, mais on est toujours en colère parce qu'on est capable de dire qu'il y a 2202 cas de grippe dans Poitou-Charentes à l'instant T, et on est incapable de nous dire combien de gens sont atteints de la SLA en France. C'est juste une volonté qu'on n'a pas envie de mettre en place, c'est juste ça. Donc nous, parfois, on a des petits brins de colère comme ça. C'est plusieurs personnes en France par jour qui sont diagnostiquées de la SLA. Et dans le même instant, c'est plusieurs personnes en France qui en décèdent tous les jours. Donc c'est vraiment un drame qu'on a besoin et envie de mettre en avant. Il faut que le grand public en prenne connaissance. Plus la maladie de Charcot sera connue, plus la recherche bénéficiera de soutien. Plus les réseaux, forcément, se mettront en place autour des malades. Je pense qu'aujourd'hui, on a le droit à quelques témoignages. Alors voilà, on n'a pas mis de plan, voilà, on est arrivé un petit peu à la bourre en plus de La Rochelle. Mais voilà, s'il y a des gens qui veulent apporter un témoignage, et puis surtout des gens, s'ils veulent poser des questions, alors on n'est pas du milieu médical du tout, mais on peut essayer de répondre. Moi, je veux bien prendre un peu la parole. J'ai connu la maladie de Charcot en 80. Mon mari a été malade pendant 17 ans. Et je reconnais qu'on n'avait aucune... Alors, je voulais vous remercier parce qu'au moins, on parle de cette maladie. Pendant 17 ans, je me suis bagarrée au niveau des administrations pour essayer d'en faire parler. Mais c'était faire regarder personne. Alors, bon, il y en avait soi-disant pas beaucoup. J'habitais à l'époque le sud du département, sur le Maine-Loire. J'ai connu en 10 ans 15 personnes malades. Ce qui veut dire, quand on me disait c'est une maladie rare, personnellement, je n'y ai jamais cru. Alors là, c'est là, et la maladie rare, la moins rare des maladies rares. Voilà, et il y en a plein, Voilà, mais surtout, ça reste dans un milieu fermé, et même, je sais pas maintenant, moi ça fait quand même un petit peu plus, mais à l'époque, les médecins, la majorité des médecins, moi j'ai un médecin contrôle de la sécurité sociale qui a osé me dire, j'ai jamais entendu parler de cette maladie. Donc vous dire qu'il s'est fait rappeler alors. J'étais administrateur En plus. Mais voilà, alors moi je vous remercie beaucoup parce que vous faites connaître les problèmes. Merci à vous. Moi, je veux bien aussi témoigner dans le sens où... Prenez sa voix, peut-être qu'on vous entendrait mieux. Moi je veux bien aussi... Oui, il marche pas. Alors des fois c'est dessous. Non, là c'est... T'as dit quoi, Manu? 1, 2. 1, 2. Oui, c'est mieux, oui. Et moi je voulais aussi témoigner dans le sens où ma maman vient d'être constatée. Donc alors voilà, On n'entend pas. On n'entend pas. Et je parle auprès, non? Non. Faites voir. Pas On vraiment. va y arriver. 1, 2, 1, 2. Non, c'est bon. Voilà. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Il va falloir hausser la voix maintenant. Oui. Ou alors vous levez. Non, je vais essayer d'être comme vous un peu plus... voilà. Oui, alors je disais, je viens d'avoir le diagnostic pour ma maman qui a 84 ans. Donc j'ai dû arrêter de travailler, là j'ai pris la décision en juillet puisque son médecin m'a alerté en me disant qu'il y avait une maladie neurologique qui allait évoluer. Mais je pense que les premiers prémices sont apparus il y a 4 ans par le langage, d'accord. Et n'étant pas sur place, puisque moi j'habitais à Pau et que mes parents sont à Parthenay, j'ai pas pu, j'ai pas eu la présence d'esprit de demander à ce qu'on active les recherches plus vite. Et donc elle a eu en octobre dernier
des examens sur Angers. Il y en a eu sur Poitiers À et sur l'antenne, Angers. c'est là. Voilà. Donc, son médecin avait une suspicion. Donc en juillet, il m'en a parlé. Et donc, voilà. Donc là, elle a des problèmes d'élocution qui empirent, hein, de grandes difficultés. Après, pour l'instant, tout le reste va bien, le physique, la tête fonctionne. Mais voilà, moi, je ne sais pas du tout où je vais. Et donc, c'est tout à fait par hasard que quelqu'un m'a dit en lisant le journal qu'il y avait cette séance. Donc voilà, j'ai accouru. Et puis, je commence à avoir des éléments. Excusez-moi, je suis un peu émue. Non, mais Non. c'est tout à fait normal. Voilà. Parce que j'ai en plus un papa Alzheimer. Donc, D'où la complexité en plus. Oui. tout à fait. Oui. Donc, quand on parle d'accompagnement, c'est sûr qu'on en a besoin. Mais en venant, vous avez eu tout à l'heure certainement le petit flyer d'Oser la vie avec les coordonnées. Oui. Il faut savoir que Armelle et moi, c'est vrai que nous nous relayons sur cette permanence. Il ne faut surtout pas hésiter parce que nous ferons bien sûr de notre mieux pour vous aider dans l'accompagnement de votre maman, mais aussi pour vous. Parce que c'est très très important l'aidant familial. Il vit, quand on donne le diagnostic de la SLA, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. C'est quelque chose d'abominable. C'est un enfer. Et il est vrai que si nous ne sommes pas entendus, si nous ne sommes pas respectés pour ce que l'on veut vivre aussi, parce que comme on dit dans le film, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc autant le vivre dignement, en respectant l'intégrité de cette personne malade, mais aussi de ceux qui l'entourent. Et du coup, c'est vrai que parfois, comme disait Thierry, il y a des moments où on est vraiment dans une colère terrible parce que, ce matin, je vais vous citer un tout petit exemple. Ce matin, je suis rendue visite à un monsieur qui m'a appelé il y a 15 jours, qui me dit, ma maman est diagnostiquée et c'est là, elle a 87 ans, on ne sait plus trop quoi faire, est-ce que vous pourriez venir ? Oui, il n'y a pas de souci, bien sûr, je viens. Je suis rentrée ce matin dans cette maison, je me demandais où j'allais, où j'étais. Cette femme est seule, elle est dans une situation de saleté impressionnante. Le service d'aide à domicile qui devait s'occuper de cette personne a refusé à cause de la saleté qu'il y avait dans son domicile. Ils ont dit de toute façon, elle a 87 ans, laissez-la mourir. Voilà. Moi, j'ai été dans une folie ahurissante. On était pour se rencontrer, pour essayer de mettre en place une HAD, etc. L'ergothérapeute du centre SLA de Bordeaux devait faire expressément le déplacement pour donc, faire l'évaluation de cette personne pour un fauteuil. Il n'est pas venu. Voilà, parce qu'il a eu un retour très négatif de la situation de cette personne. Est-ce que vous vous rendez compte dans quel état le fils a pu être ? L'expression de la femme, c'est comme ça, mais je veux dire, c'est pas parce qu'elle est dans cette situation-là qu'il faut l'abandonner. C'est un être humain, elle a son intégrité, elle a besoin d'aide, tout simplement. Alors, moi, c'est vrai que j'en suis vraiment bouleversée de tout ça. Et du coup, j'ai douché cette personne. C'est moi qui m'en suis occupée ce matin. Et j'avoue que là, je sens que j'ai un petit peu l'émotion qui monte, mais c'est vrai que quand je vois les difficultés que les personnes, quand elles nous appellent et qu'elles nous disent le médecin, il nous a dit que c'était pas le moment de mettre ça sur certificat parce que la maladie va pas évoluer vite. Mais il ne le sait pas. La SLA, elle évolue pour chaque individu de façon différente. Ça peut malheureusement aller très vite, comme là, Stephen Hawking, il vit depuis 50 ans avec la SLA. Et sa tête fonctionne parce que ce n'est pas un muscle volontaire, donc il a toutes ses facultés intellectuelles, il vit, il est heureux, il s'est remarié, il a eu d'autres enfants, voilà, je veux dire, on n'a pas le droit de dire, ah oui, mais il a la SLA, donc on laisse tomber. Non, pourquoi ? Je veux dire, c'est une aberration, vraiment. Et donc c'est vrai que si on peut être toujours avoir de l'avant, avoir des moyens de façon à pouvoir vraiment scinder toute cette association en petite antenne pour être au plus près de ces personnes qui souffrent au quotidien, et Dieu sait s'il y en a, on ne baissera pas les bras, c'est évident. C'est évident. Donc n'hésitez pas à contacter vraiment la permanence, madame, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir qu'on vous aidera. Pour Alzheimer cet après-midi, justement. Voilà. C'est très bien. Vous avez le même discours et ça, c'est intéressant à savoir que l'humain reste un humain, quelqu'un de vivant. C'est ce mot qui me touche le plus, quelqu'un de vivant. Et les accompagner,
au mieux que l'on peut, et avec tout ce qu'on peut trouver comme aide pour qu'ils aillent le plus loin possible. quoi, dans Mais les bien meilleures sûr, conditions mais bien possibles. sûr. L'intégrité de la personne. Pathologie, hein. Complètement, Tout à fait. complètement. Le souci pour les aidants est de trouver les bonnes associations avec des auxiliaires de vie compétentes, formées. Alors moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi dans les écoles d'aide-soignantes, je viens des écoles d'aide-soignantes, celles-ci ne sont-elles pas formées aux aspirations endotrachéales, puisqu'on sait très bien que la maladie évolue dans ce sens-là. Un jour, il faudra une trachéotomie avec des aspirations endotrachéales, et il y a très très peu de services qui proposent des auxiliaires de vie formés à cet acte. Nous, on est en école d'infirmière. Voilà, j'avais bien compris tout à l'heure en vous entendant que voilà. Mais les infirmières sont formées, Oui. mais les aides-soignantes ne le sont pas. Quasiment aucune. Voilà, voilà. Et les auxiliaires de vie, n'en parlons pas. Pour arriver à les faire former, c'est une catastrophe. Ouais, c'est un acte dans notre référentiel et pas un référentiel économique. Voilà, c'est un acte médical ou infirmier. Alors au début, Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Au début du réseau, justement, donc Marie-France a son fils qui a la SLA, Florian, qui est notre poulain, je dirais, notre chouchou, à qui je fais une grosse bise parce que je pense très fort à lui. Je pense qu'il pense à nous. Oui. Et il est vrai qu'au début du réseau, excusez-moi, j'avais rencontré la Mutualité française, donc qui intervenait à domicile chez un monsieur trachéotomisé. Ils habitent à 3 km de chez moi. Et j'avais rencontré cette femme parce qu'elle avait besoin de bouffées d'oxygène. Donc j'avais été la rencontrer et je lui avais demandé qui s'occupait du coup de l'aspiration endotrachéale de son mari quand elle s'octroyait des petits moments de répit. Et elle m'expliquait que malheureusement, personne n'était formé, que c'était la complexité et que pour le coup, l'aidant familial, lui, il n'y a pas de souci. Hein. On l'éduque. Et puis il est là 24 heures sur 24, on s'occupe pas s'il est épuisé ou pas. Lui, on l'éduque, c'est plus le problème. Ça, voilà. Et du coup, j'ai dit, mais c'est impressionnant quand même. Et entre-temps, l'auxiliaire de vie intervient donc chez cette famille. Et donc je lui dis, est-ce que vous pourriez me dire si éventuellement il serait possible que je puisse rentrer en contact avec votre responsable? Chose faite. Et donc je lui pose effectivement la question de comment ça se passe et comment se fait-il que vous, en tant qu'associatif, qui intervenez auprès de résidents, enfin de personnes qui ont la maladie de Charcot, comment est-ce que vous faites lorsqu'il faut faire une aspiration endotrachéale, etc., pour des personnes qui ont la SLA, mais dont le personnel n'est pas formé? Elle me dit, mais si, on pourrait les former, on a droit, on a des subventions. Seulement, le problème, c'est qu'apparemment, ces formations seraient organisées par des IFSI, qui le font à des sessions bien précises et qui demandent un certain coût. Et ce coût serait trop élevé par rapport à ces associations d'aide à domicile. Il n'empêche néanmoins que si la personne qui intervient à domicile et si elle est intéressée sur le principe de suivre une formation d'aspiration endotrachéale, elle peut demander à la suivre via l'IFSI qui l'organise selon la session. Alors le problème, c'est qu'il peut y avoir un souci de situation géographique, parce qu'il faut aller vers l'IFSI qui le propose. Et par contre, la personne qui voudra suivre cette formation, elle sera obligée de donner en contrepartie une partie financière. Ça ne sera pas payé entièrement. D'où aussi une complexité, toujours pareil, histoire d'argent. On en revient toujours pareil. Et c'est vrai, Marie-France, c'est inadmissible ça. Mais on a pu faire former une personne qui intervient auprès de Florian, qui ne travaille pas dans une association, Oui. qui dans le cadre du DIF, des formations professionnelles, a pu bénéficier de cette formation. Elle a fait toutes les démarches et tout a été pris en charge. Alors, je ne te dirai pas exactement comment, mais on peut le faire. Il existe quelque chose. Mais comme tu dis, on peut le faire, mais c'est un chemin de croix, quoi. Ah, c'est un chemin de croix. Oui, mais voilà. On peut le faire, mais ça demande une énergie. Tout à fait, oui. Faut aussi avoir, je dirais, pas l'intelligence, mais si, hein, parce que c'est un petit peu toi qui a drivé tout ça. Et, Oui. et voilà, c'est pas à la portée de tout le monde. Et puis c'est pas normal que ce soit les aidants familiaux qui tapent à la porte des formations. Il faut qu'on soit formé, c'est pas normal ça. Et la formation, ça fait partie un petit peu de l'objectif du collectif Charcot, qui est très ambitieux, mais aujourd'hui on ne peut pas aller au rythme de Patrick. Flora, on en a parlé mardi soir, puisque
c'est très lourd à mettre en place. Mais effectivement, la formation, ça a toujours été aussi un des objectifs de l'association des papillons de Charcot, parce que nous, on est complètement à dire que la recherche est la seule issue à la SLA. On est bien d'accord là-dessus. Seulement aujourd'hui, nous, on dit que pendant des années encore, il faudra s'occuper des malades. Et donc, on est sur ce créneau-là. On nous le reproche parfois, mais nous, on reste concentrés sur ce créneau-là. Et la formation, ça a toujours été un axe de l'association des papillons de Charcot, parce que aujourd'hui, c'est un acte infirmier, certes, mais on s'aperçoit que souvent, les aides-soignants passent beaucoup plus de temps à côté des gens malades, tout simplement, hein, pas que de la CELA. Donc, effectivement, l'idée, ce serait d'aller vers plutôt un acte... voilà. Mais là, on part sur d'autres débats. Mais c'est vrai que un jour ou l'autre, il faudra y arriver. Hein. Voilà, alors nous, on se bagarre sur ces créneaux-là. On n'a pas un témoignage de Marina ou je sais pas, c'était pas prévu, il n'y avait pas quelque chose. Moi, je vais dire que j'ai perdu ma maman il y a 2 ans et demi de la SLA. Sa maladie, elle a duré 1 an et demi. Sachant que pour diagnostiquer la SLA, il a fallu déjà 6 mois. Parce qu'au fait, au départ, ils avaient diagnostiqué un AVC. Parce qu'au fait, ça avait commencé par des troubles du langage. Et après, il y a eu les troubles de la marche. Et au fait, on a fait des examens complémentaires à Niort 6 mois après. Et au fait, ils nous ont transféré ma maman sur Limoges. Et donc là, il y a eu le diagnostic SLA. Et puis après, ça s'est enchaîné crescendo, quoi. Enfin, les troubles de la déglutition, les fausses routes. Elle avait été hospitalisée après sur Limoges pour une pause de gastrostomie, sauf qu'au niveau respiratoire, c'était altéré, donc il a fallu la VNI. Et puis après, elle a retourné à Limoges pour la gastro. Et au final, après, elle a perdu la parole. Et donc là, c'est là qu'on a vraiment eu beaucoup de difficultés parce qu'on n'avait que le soutien de l'APF. Et pour communiquer, on n'avait plus rien. Plus rien. À l'ardoise, le crayon Velleda, puis mais à la fin, elle a perdu l'écriture. Et pendant 1 mois, on n'a pu communiquer avec elle. Ça a été très très difficile. Ma sœur et moi, on avait pris une feuille on avait écrit les lettres de l'alphabet. Avec la main, on essayait de la guider, mais on n'y arrivait plus. Puis finalement, elle est partie et on n'a pas pu échanger la fin, quoi. Ça, c'est dur. Je comprends qu'il y avait... Je comprends complètement. Donc, un des objectifs aussi de ce soir, c'est aussi de dire que l'association des papillons de Charcot, entre autres, existe. Mais on Parce savait que là, pas, on moi voit je encore, savais voilà, pas. là, on est intervenu 2 fois au CGR de La Rochelle et on a eu des personnes, oui, on ne savait pas que vous existiez, on vous a connu après ou sur la fin. Voilà, Et c'est ça qui est dramatique parce que moi je pense que dans les centres SLA, on devrait orienter les gens, on devrait dire il y a des choses qui existent. Il y a un manque vraiment de communication, de lien. Enfin, moi, j'ai été plusieurs fois en lien avec des centres SLA, Angers, Caen, Bordeaux, enfin voilà. Et à chaque fois que j'ai eu la responsable de l'antenne SLA, notamment dernièrement, j'ai eu celle de Bordeaux, je dis mais comment ça se fait, madame, expliquez-moi, comment se fait-il que lorsque vous recevez des personnes malades, des familles qui vivent cette terrible pathologie, qui vivent ce drame, comment se fait-il que vous n'ayez pas l'instinct de leur dire mais c'est qu'il existe une association de malades et de familles. Une et d'autres. Hein, et d'autres, oui, mais il existe une association nationale qui après peut vous faire bifurquer là où vous habitez, parce qu'il y en a plein de petites effectivement qui sont situées un peu partout. Et elle me dit, mais déjà nous, vous savez, pour qu'on ait le réflexe de dire, pour avoir une bonne prise en charge, c'est pas toujours facile. Donc s'il faut qu'on pense à dire qu'il existe une association, on va pas s'en sortir, quoi. Quartier Salpêtrière, c'était une horreur. Bordeaux ensuite était quand même mieux et maintenant il est pris en charge essentiellement par le médecin traitant qui est vraiment quelqu'un d'épatant. Et lorsqu'elle a la moindre interrogation, c'est elle qui se met en relation avec le neurologue de Bordeaux. Les échanges se font très convenablement. Et mon fils communique avec l'équipe de Bordeaux par mail également. Et là, moi non, je ne peux rien leur reprocher. L'équipe de Bordeaux est convenable. Mais Paris, n'en parlons pas. Mais le médecin traitant est très important. Oui. Ah oui. C'est le rouage essentiel. Hein. Oui, si vous avez un médecin traitant qui s'occupe de son patient comme il devrait s'en occuper,
c'est lui qui a la clé de tout, hein, en fin de compte. Hein. Donc là, je dirais, ouais, effectivement, c'est là où il faut insister. Hein. C'est pas simple, mais je crois que c'est vraiment l'acteur essentiel hein, pour certaines démarches, voilà, pour avoir des réponses forcément plus d'impact. Hein. Et les problèmes viennent d'ailleurs aussi. Hein, j'ai pas une semaine où j'ai pas un problème administratif ou autre à régler. Je pense à la DERC entre autres, qui ne suit à mon avis pas convenablement ses patients. Maintenant, on me demande, enfin l'hôpital de Melle, la pharmacie de l'hôpital de Melle exige qu'il soit vu par un neurologue de Niort pour une prescription d'un médicament. La première prescription a été faite par le neurologue de Bordeaux. Ça ne convient pas au laboratoire et voire peut-être à la pharmacie de l'hôpital de Melle. Il faudrait maintenant consulter un neurologue sur Niort. Il est clair que je vais refuser, on va se bagarrer, mais je vais refuser. Il faut avoir énormément d'énergie pour affronter tout ça. Il faut déployer continuellement de l'énergie pour dire l'être qui m'est cher va vivre correctement et humblement et selon ses envies, ses humeurs, enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable, quoi, de tout le temps se batailler. Si c'est comme ça, c'est bien que la maladie n'est pas suffisamment connue. C'est pas une volonté de mettre une chape de plomb sur cette maladie.